La Russie se voit comme un empire, et un empire qui, Poutine le dit lui-même, n'a pas de frontières. C'est donc une guerre sans fin. Donc une guerre qui nous concerne aussi, et concerne l'Europe. Les Russes ont eu le privilège du narratif, le privilège de dire, le privilège de l'histoire. Ils ont raconté l'histoire de l'Ukraine, et ils ont été les seuls à la raconter. Et donc, on sait très bien que dans un conflit, il faut simplement... La notion de point de vue est centrale dans le documentaire. D'où on regarde. Il nous fallait des voix ukrainiennes. C'était nécessaire, c'était vital. On ne fait pas de documentaire sans point de vue. Eh bien, ce point de vue ukrainien était nécessaire. Bonjour à tous, je m'appelle Olesya Titarenko et vous regardez Ukrainer en français. Dans la série L'Ukraine vue par les autres, nous nous entretenons avec des experts de différents pays et domaines qui vont donner leurs avis sur l'Ukraine et l'invasion russe. Aujourd'hui, nous accueillons Fabrice Puchot, chef de l'unité Société et Culture d'Arte France, qui a aussi participé au projet Génération Ukraine visant à soutenir les réalisateurs et le documentaire ukrainien. Bonjour Fabrice, Bonjour. Bienvenue en Ukraine. Merci beaucoup. Je voulais commencer par le projet qui est le sujet principal de notre discussion, le projet Génération Ukraine. À mon avis, c'est pour la première fois que les documentaires et les documentaristes ukrainiens ont reçu un tel soutien et une telle attention de la part de la communauté internationale. D'où vient l'idée de ce projet? Comment avez-vous choisi ces films et pourquoi ce nombre 12? Beaucoup de questions. Alors, d'abord, pour nous, Arte, il y avait une évidence. Arte n'est pas une chaîne française, n'est pas non plus une chaîne allemande, à l'origine une chaîne franco-allemande, mais Arte veut dire Association pour la radio-télévision européenne. Et le mot Europe est central. Si Arte devait être un lieu sur une carte, ce serait l'Europe. Alors, il y a une évidence. Quand l'invasion commence, il y a une évidence absolue pour nous à regarder, à dire, à écouter, à entendre. Immédiatement d'ailleurs, parce que dans l'unité dont j'ai la charge, nous faisons beaucoup de documentaires, mais nous faisons aussi de l'information. Non pas du JT, mais des magazines d'information. Nous avons lancé une nouvelle émission, tout de suite, quotidienne, sur la géopolitique. Il n'y a pas que des sujets sur l'Ukraine, mais l'Ukraine est très centrale. Et donc, tous les jours, 4 minutes d'informations géopolitiques spécifiques à l'aide de cartes sur qui ont trait au conflit, principalement, pas seulement l'Ukraine, mais la géopolitique mondiale et les enjeux. Ça, c'est le premier mouvement, parce que c'est un mouvement qui peut se faire très vite. Le documentaire, c'est différent. Le documentaire, on a tendance à vouloir que nos documentaires soient marqués par deux choses. D'abord, trois choses. La première, c'est la nuance et la complexité. La deuxième, ce sont les faits. Parce que vous savez comme moi que les faits sont attaqués. Une des choses principales qui devient évidente avec l'invasion de l'Ukraine, c'est le rôle de la weaponisation des internets, et notamment par le pouvoir poutinien, par le pouvoir russe. La désinformation est partout, la polarisation des opinions sert à fragiliser la démocratie. Donc nuance et complexité. Les faits, la nuance, la complexité. Et troisièmement, autre chose, le temps long. Le temps du documentaire, ce n'est pas le temps de la réaction, c'est le temps du regard. C'est prendre du temps pour faire. Non pas prendre du temps pour attendre et se tourner les pouces, comme on dit en français, mais prendre le temps de regarder. Et dès le départ, on se dit, ok, regardons les projets. Qu'est-ce qu'on va avoir comme projet? Ça met un peu de temps, mais très vite, il se passe une chose. Au Festival de Cannes, notamment, nous rencontrons une productrice ukrainienne, Olga Besmelnitsina, et puis on commence à se parler par Zoom. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais peu à peu, Olga réunit des projets, nous envoie certains projets. Assez vite, nous nous trouvons en lien avec l'Institut ukrainien, qui aussi nous envoie des projets. Et vient l'idée on va bâtir des workshops. Des workshops pour avoir des projets, pour discuter avec les réalisatrices et les réalisateurs. Et ça, c'est le début.
de l'opération Génération Ukraine. Votre question est très longue, en fait. Votre question demande une réponse longue. Le deuxième point, c'est que nous croyons profondément que l'invasion russe, et ça dès le départ, est liée à une vision impérialiste. La Russie se voit comme un empire, et un empire qui, Poutine le dit lui-même, n'a pas de frontières. C'est donc une guerre sans fin. Donc une guerre qui nous concerne aussi, et concerne l'Europe. Mais très vite, nous savons que il faut... Les Russes ont eu le privilège du narratif, le privilège de dire, le privilège de l'histoire. Ils ont raconté l'histoire de l'Ukraine, et ils ont été les seuls à la raconter. Et donc, on sait très bien que dans un conflit, il faut simplement... La notion de point de vue est centrale dans le documentaire. D'où on regarde. Il nous fallait des voix ukrainiennes. C'était nécessaire, c'était vital. On ne fait pas de documentaire sans point de vue. Eh bien, ce point de vue ukrainien était nécessaire. Donc, on fait des workshops, on travaille. Et peu à peu, dans ce travail, on se voit... Il y a eu un moment très important à Strasbourg, c'était en janvier 2023, où nous invitons 12 équipes ukrainiennes, et le chiffre n'est pas... Voilà. On avait reçu une 60aine de projets, on en choisit 12 qui nous semblent plus intéressants. Donc il n'y a pas d'idée dans ce chiffre 12? Non. Et ils sont là tous les 12, et finalement, avec nos camarades allemands, puisqu'il y a Arte Deutschland, il y a Arte France, il y a aussi une autre antenne à Strasbourg, au bout de... Ça a pris 6 heures. On s'est dit, on va les faire tous. On va faire ces 12 films. Donc on va mobiliser beaucoup d'argent, mais ces 12 films sont importants. Voilà, c'est ça c'est l'histoire. Dernier petit point, quand on dit l'Europe, c'est pas un vain mot. Arte est diffusé dans toute l'Europe. Et Arte parle plusieurs langues. Arte parle le français, Arte parle l'allemand, Arte parle l'espagnol, l'italien, le polonais et l'anglais. Donc Arte est visible partout. Et comme nous sommes visibles partout, nous devons nous considérer que si Arte a une colonne vertébrale éditoriale, c'est celle d'une... Non pas de la promotion du tout, mais de tenter de faire vivre un espace de démocratie, de tenter de faire vivre une société inclusive, de tenter de faire vivre une société de pensée de la justice sociale. Et bien évidemment, tout ça additionné fait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité. La nécessité de venir, la nécessité d'écouter, d'entendre, la nécessité de travailler avec des réalisateurs et des réalisatrices, non pas dans un but d'information, attention. Le documentaire, c'est le temps long, c'est le partage des émotions et des situations, avec un point de vue qui est une réappropriation par les Ukrainiens de leur propre histoire et de la vie qui est créée par cette guerre. Eh bien voilà, c'est un ensemble de nécessités qui tout d'un coup convergent et poussent la chaîne à faire cet investissement particulier. Et c'est la première fois en fait, parce que c'est très rare ce type d'investissement, qu'on décide non pas de faire un film ou deux de façon désordonnée, mais de mener une opération. C'est 12 films, c'est concerté, c'est voulu. Ça ne s'arrête pas là d'ailleurs. Il y a d'autres films qui se font à propos de l'Ukraine, des films qui sont des films français, des films allemands, etc., mais aussi d'autres films ukrainiens. Mais c'est à une situation exceptionnelle et tragique. C'est une réponse inédite. Voilà. J'espère avoir été à peu près clair. Il y a beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup de choses dans votre question. On va en parler. Beaucoup de films, en fait, je sais que déjà deux films interceptés et un peu étranges ont été présentés au Festival de Berlin et ont participé également à d'autres festivals de cinéma. Ce film raconte les histoires à la fois personnelles et aussi il s'agit bien évidemment de la guerre. Le mot-clé dans les histoires, c'est la guerre. Quels étaient vos critères des équipes? Comment avez-vous choisi ces films? C'était la guerre, le critère principal pour être élu? Alors non, c'était évidemment, la guerre. On ne peut pas éviter la guerre. J'en parle avec beaucoup de modestie parce que, vous savez, je pense je ne la vis pas,
au quotidien. Évidemment, la guerre s'étend. La guerre est partout au niveau politique, par exemple. Nos démocraties sont menacées aussi, clairement. Mais la guerre est un fait extrême, l'expérience ultime de l'humanité. Vous la vivez, pas nous. Donc la guerre, oui, s'impose, mais c'est pas à nous de dire comment on doit la regarder. C'est pour ça qu'il y a des films qui semblent ne pas en parler. Là, les deux premiers parlent immédiatement de la guerre, Interception plutôt qu'Interception, puisqu'il s'agit des interceptions réalisées par les services ukrainiens des conversations des soldats russes. Et A Bit of a Stranger, c'est plutôt un peu étrangère. C'est une question sur l'identité, la complexité de l'identité ukrainienne. Évidemment, la guerre est présente parce que la guerre est un fait qui traverse tout, qui non seulement change les vies, qui détruit, mais aussi qui change les rapports humains, qui sans doute... voilà, ce qu'on voulait étudier, c'était non pas le front, systématiquement, tous les films ne sont pas sur le front, ne parlent pas de soldats, mais les films parlent de la vie telle qu'elle est modifiée, telle qu'elle est agressée, telle qu'elle est abîmée, telle qu'elle est contestée par la guerre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Et le critère, non, si, voilà. Mais le critère principal, c'est que vous savez, quand on fait du documentaire, on ne fait pas de l'info. Le documentaire, c'est Gilles Deleuze qui disait le cinéma est un acte de résistance. Ce n'est pas un acte ni de communication ni d'information. C'est un acte de résistance. Et il disait, voilà, la résistance, il y a deux faces à la résistance. L'art résiste à la mort et résiste à l'attaque contre la vérité, mais l'art résiste, c'est aussi une affaire de combat humain. Eh bien, donc, le documentaire, c'est affaire de mise en scène, c'est affaire de réalisateurs et de réalisatrices, c'est affaire oui, c'est affaire de cinéma. Donc, on cherchait des projets qui aient une haute valeur cinématographique. Vous vous souvenez d'un premier film que vous avez choisi pour ce projet? Non, c'est venu ensemble. Donc, il n'y a pas d'un projet qui vous a influencé, marqué? Non. Peut-être. Non, enfin, qui m'a marqué, oui, mais je vais pas choisir parmi les 12, ne me demandez pas ça. Mais des projets qui m'ont marqué, vous savez, peut-être que en fait, il y a aussi un autre début. Il y a un autre début et c'est vrai. Alors, je vais citer un film ukrainien qui a été très important en France, qui est le film d'Irina Tselik. J'espère que je prononce bien. Oui. Irina Tselik, La terre est bleue comme une orange. Titre bizarre d'ailleurs, venant d'un poète français, mais titre magnifique. Et vous savez ce que raconte ce film, c'est le pouvoir du cinéma. C'est une situation de guerre, parce que votre guerre a commencé en 2014, et c'est une situation de guerre. Le film a été tourné, je crois, en 2019, il me semble. Mais ce film raconte quoi? Une famille qui se protège de la guerre, mais qui en même temps se bat contre la guerre en regardant des films et en faisant ses propres films. Eh bien, justement, tout d'un coup, j'avais un point de vue différent, un point de vue de cinéaste différent, qui me racontait l'Ukraine d'une façon intime et profonde. Et ça, c'est un début. Ça, c'est un vrai début. C'est l'idée de s'attacher à une cinématographie. En fait, ce à quoi nous nous attachons, c'est à une cinématographie ukrainienne et aussi à la réappropriation par les Ukrainiens de leur identité cinématographique. Moment déclencheur quand vous avez... Avant même que tous les événements. Et avant que nous fassions Génération Ukraine. Mais voilà, c'est l'attention portée à une façon de regarder le monde, à une façon de raconter le monde et son monde, et la présence, oui, d'une cinématographie proprement ukrainienne. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même que le cinéma ukrainien participe à la réappropriation de l'Ukraine, par l'Ukraine, de sa propre histoire. La communauté internationale ainsi qu'en Ukraine, on sait très bien que la guerre a commencé bien avant, en 2014. Mais pourquoi on n'a pas eu la même réaction que on a en 2022, à votre avis? La réaction de la communauté médiatique, donc la communauté cinématographique, donc je parle de votre milieu. Pourquoi aujourd'hui, et aussi de la société française, pourquoi, à votre avis... Là, vous me demandez une expertise qui n'est pas la mienne. Mais de point de vue personnel. J'ai toujours du mal à parler d'un point de vue personnel, parce que moi, j'ai vu des films ukrainiens bien avant 2014,
J'ai vu des films ukrainiens après 2014. Ces films ont été montrés en Europe, en tout cas sur nos... ce qui se passe majoritairement, j'aurais vraiment du mal à en parler, mais je sais que nous avons montré beaucoup de ces films. Je sais que ils ont existé sur Arte. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sujets, de reportages, beaucoup de sujets, beaucoup d'interviews, etc. Maintenant, comment réagit la communauté internationale? Ce sont des questions qui sont plutôt d'ordre, qui touchent à des questions d'ordre d'anthropologie, de sociologie, de politique internationale, etc., etc. J'aurais du mal à y répondre, mais moi, ce que je sais, c'est que ce que je peux peut-être dire, c'est que 2014, la guerre commence. Il y a ce qu'on a appelé les petits hommes verts. D'abord, il y a la prise de la Crimée, il y a ce qu'on a appelé les petits hommes verts. Tout le monde sait que ce sont des soldats russes. Hein, ce ne sont pas c'est pas comme ça un mouvement révolutionnaire ukrainien qui cherche à protéger les russophones en danger. Non, tout ça, c'est de la propagande, nous le savons. Mais néanmoins, ça n'est pas exactement la même chose que l'invasion à grande échelle, où tout d'un coup, une armée étrangère franchit une frontière. En termes de droit international, c'est pas pareil. Qu'on le veuille ou non, ça n'est pas la même chose. Une armée étrangère brise le tabou de toutes les règles et les lois internationales. Mais ça n'est pas une explication suffisante du tout. Vous savez, tous les peuples, tous les pays ont plutôt ont ce travers de se regarder d'abord eux-mêmes. L'idée d'Arte, c'est justement le contraire. C'est d'aller regarder les autres. L'idée d'Arte, c'est que l'Europe... C'est votre président qui l'a dit, j'aime pas citer les présidents, hein, mais votre président a dit, l'Europe, c'est pas quelque chose là-bas, loin. L'Europe, c'est ici. Ah, c'est vrai. C'est vrai, l'Europe, c'est ici. Et donc Arte, qui est une chaîne européenne, devait, dès le début, s'en préoccuper. Aujourd'hui, il y a une ACME. On est allé plus loin. Revenons à notre milieu, revenons au projet Génération Ukraine. Quel futur attend les projets choisis? Non, je vais vous interrompre. Il y a eu un aveuglement, oui. Il y a eu un aveuglement, sans doute. Il y a eu un aveuglement, pas de tous, parce qu'on peut pas dire tout le monde est pareil, c'est pas vrai. Il y a pas les Français, c'est une généralité, les Allemands, l'Europe, ça veut rien dire. Sur la guerre, vous parlez. Je parle de la guerre. Il y a eu un aveuglement, oui, il y a eu un aveuglement sur la nature impérialiste du régime de Poutine. C'est une chose qu'Arte a dite depuis longtemps, mais il y a, sur la nature impérialiste du régime de Poutine, il y a eu un aveuglement politique, sans doute. Peut-être l'essence de conflit n'a pas été bien expliqué et bien en comprise, 2004 bien compris. Bien comprise. Voilà. Mais c'était pour revenir à cette question, je vous ai interrompu. Oui, j'ai bien compris. Revenons à Génération Ukraine. Quel futur attend ces projets choisir? Donc, d'après ce que je comprends, ils vont être projetés sur Arte, donc bien sûr. Sur Arte, mais après, quel type de soutien peuvent... Alors, c'est aussi une spécificité de cette opération Génération Ukraine. D'ailleurs, je vous le montre, parce que je l'aime bien. Voilà, ça c'est le logo. Alors là, celui-là est en anglais, mais ça existe en ukrainien, et aussi en français, et aussi en allemand. Et ça dit quelque chose. On investit beaucoup d'argent pour faire des films. Après, on a envie qu'ils soient vus, parce qu'on n'est pas des réalisateurs, mais n'importe quelle réalisatrice ou réalisateur veut que son film soit vu, sinon pourquoi faire? Donc on investit, on rend possible avec de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes la création, mais ce que nous voulons, c'est les accompagner ensuite. Donc effectivement, les 2 premiers films qui sortent sont sélectionnés à la Berlinale, ce qui est vraiment super, c'est vraiment très chouette. Ça leur donne déjà un écho. Ça a donné un écho à cette opération. Et nous allons, autant que faire se peut, accompagner les films dans les festivals. Là, il y a, par exemple, à Copenhague, cette semaine, après-demain, il y a une présentation de Génération Ukraine, de l'ensemble des films. Certains des films sont sélectionnés aussi PH Docs, qui est un festival très important pour le documentaire. Je sais qu'un des films à venir est déjà sélectionné pour un très grand festival au Brésil, en Argentine. L'idée, c'est que ces films voyagent et nous allons les accompagner. C'est-à-dire que nous allons fournir une expertise,
sur le marché international, nous allons accompagner ces films dans les festivals, nous avons, et là je peux le dire maintenant officiellement, nous emmenons une partie, nous avons proposé à toutes les équipes de Génération Ukraine de venir au Festival de Cannes, nous finançons leur voyage, nous organisons et du networking et en même temps des projections dans le marché du film, c'est fait exprès, dans le marché du film pour que des acheteurs, d'autres gens des festivals les voient. Nous organisons des rencontres avec des vendeurs internationaux parce que nous voulons que ces films voyagent. L'idée, c'est que ces films seront vus dans toute l'Europe. Maintenant, c'est acquis. Mais il y a déjà sur certains des films d'autres télévisions, la télévision belge, la télévision suisse, la télévision norvégienne, la télévision suédoise, qui interviennent sur ces films, qui mettent de l'argent et qui vont les diffuser. Arte va diffuser sur toute l'Europe et dans toutes ses langues sur l'ensemble de ses offres, c'est-à-dire la chaîne linéaire, la plateforme propriétaire, arte.tv, et nos chaînes YouTube. Donc les films seront présents dans toute l'Europe. On a envie qu'ils aillent ailleurs, qu'ils aillent plus loin. L'idée, c'est qu'un film doit voyager. Et évidemment, là-dessus, l'investissement d'Arte va continuer. Et là, c'est un investissement monétaire aussi, mais aussi un investissement en termes de networking, de mise en relation. Et c'est très important. Et par ailleurs, là-dessus, je dois dire que nous avons 3 partenaires essentiels, absolument essentiels. L'Institut ukrainien, qui, de ce point de vue-là, est extrêmement actif. Et vraiment, je tiens à le dire d'ailleurs, c'est une parenthèse, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles sans l'Institut ukrainien. Véritablement. C'est-à-dire, simplement pour la compréhension du tissu créatif ukrainien, mais pas seulement. Pour aussi simplement des choses très pratiques, faire voyager, organiser. Enfin voilà, il y a cet investissement qui est extrêmement important pour nous. Et puis surtout, c'est l'ancrage. C'est un ancrage aussi en Ukraine. Il y a les Goethe Institute qui sont aussi partenaires, et le Goethe Institute, c'est un réseau mondial. Et il y a les instituts français, à travers le ministère des Affaires étrangères, qui soutient l'opération. Et là, quand je parle de soutien, je parle d'investissement, qui soutient l'opération. Et là aussi, c'est un réseau mondial. Donc oui, il va falloir accompagner ces films. C'est pas qu'il va falloir, c'est qu'il n'y a pas de raison de les faire et puis après de pas les accompagner. D'accord. Les producteurs de films documentaires en Ukraine s'accordent sur le fait que le marché est aujourd'hui, pour des raisons évidentes, est sursaturé. D'un côté, cela conduit à une concurrence accrue, et ce qui est bien. Mais de l'autre côté, à votre avis, est-ce que les partenaires étrangers et internationaux sont prêts à soutenir ces projets qui vont émerger, le projet qui existe déjà, aussi longtemps que nécessaire, ou c'est plutôt semblable au soutien militaire et politique et valable durant les guerres? Ce sont les Américains qui reculent. C'est pas les... On est ce sont les Américains qui reculent, pour des raisons politiques. Les Européens, non. Je suis pas un expert militaire, donc. Mais non, je parle je compare au soutien. Sûr. Donc, je parle du soutien culturel. Donc, est-ce qu'il va... C'est une question très complexe. Une question très complexe parce que il y a, et ça c'est un phénomène qu'on observe partout, ce qu'on appelle la fatigue informationnelle. Nous sommes bombardés, tous, d'images, et d'images plus globalement qui ne sont pas des images intéressantes. Ce sont des opinions, ce sont des trolls, l'espace de l'image est un espace sursaturé, submergent, destructeur. Pour le moment. Mais évidemment, c'est un espace qui s'emballe au moment où il y a tout d'un coup le début de l'invasion, ou quand il y a la bataille de Mariupol, ou quand il y a la contre-offensive. Évidemment, cet espace s'emballe. Mais ça crée une fatigue informationnelle. Vous êtes bombardé d'images toute la journée. Et évidemment, dans toutes les sociétés, cette fatigue informationnelle existe. C'est pas une question d'engagement. C'est humain, c'est naturel, votre cerveau peut pas. Et l'espace numérique est un espace désordonné, et je m'excuse, peu valide en termes de faits. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, nous, on va sans doute pas s'arrêter à Génération Ukraine. Génération Ukraine, c'est le vaisseau amiral.
Mais je peux déjà vous dire qu'Arte a engagé, par exemple, un film sur et une série documentaire pour le web sur l'école de photographie de Kharkiv. Voilà. C'est juste un exemple, il y en a d'autres. Hein. Je les ai pas tous en tête. D'abord, tous ne dépendent pas de mon département. Et puis, il y a ce que nous faisons en France, qui se fait aussi en Allemagne. La Génération Ukraine est une initiative de la France et de l'Allemagne groupée en termes d'investissement. Mais il y a les Allemands qui continuent à faire des films, etc., etc., etc. Nous savons qu'il ne faut pas lâcher. Mais c'est parce que notre mission éditoriale, c'est l'Europe. Donc, il y aura d'autres films qui se feront. Mais effectivement, dans un domaine où la fatigue informationnelle va exister. Je suis pas en train d'excuser l'indifférence, hein, soyons clairs. Mais c'est un fait, la fatigue informationnelle. Mais, par contre, il y a une chance. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. On sait pas, une image documentaire, c'est pas une image de TikTok. Une image documentaire, ce n'est pas une image faite par un influenceur, c'est pas un truc de 2 minutes 30. C'est pas de la communication. Vous savez ce qui se passe dans un documentaire? Je reviens au film d'Irina Tsilik, mais je pourrais parler de ça pour tous les films de l'opération Génération Ukraine. Ce à quoi vous assistez, ce sont d'autres relations, ce sont d'autres émotions, ce sont des visages, ce sont des gestes, ce sont des choses qui peuvent sembler indifférentes, mais qui sont plus importantes que tout, parce que c'est comme ça. C'est de la vie quotidienne, c'est les relations entre les êtres, ce sont des histoires d'amour, ce sont des émerveillements, mais aussi des moments tragiques. Quand vous regardez le visage dans l'un des films, on voit à un moment donné le gros plan d'un visage d'un enfant dont le père a été tué, et qui joue à la guerre avec ses copains. Et je voyais ce visage, et tout d'un coup, ce visage d'enfant, je l'ai rarement vu. Et vous savez quoi? Ça va au-delà de la fatigue informationnelle. Ça, parce qu'une réalisatrice a vu ce visage, l'a mis en scène. Et ça va au-delà de la fatigue informationnelle. Je reconnais quelque chose. Je vois ce visage, je pense à ma fille, je pense à d'autres enfants. Tout d'un coup, cela me touche. C'est ce que fait le cinéma. C'est m'inviter à partager. C'est m'inviter à retrouver le visage de l'autre, comme disait le philosophe français Lévinas. C'est m'inviter à embrasser une réalité. Mais quand je dis embrasser, c'est charnel. C'est ce que fait le cinéma. Et ça vaut 10 fois mieux que n'importe quel petit morceau sur TikTok, sur que sais-je. Et en plus, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est ça. C'est d'essayer de retrouver le visage de l'autre, de trouver son humanité, de trouver ce que la guerre fait aux êtres humains, que ce soit sur le front ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce regard, dans le regard de cet enfant? Et tout d'un coup, je pense à son futur. Je pense à... Et ça se déclenche naturellement en moi. Je pense à comment va-t-il construire une vie, cet enfant dont le regard est soudain éteint. Et c'est pas de la compassion. Il devient, comment dire, sans être pompeux, ah si, un frère humain. Voilà. Et ça va pas cesser. Ça, il va falloir continuer à faire ce travail. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, à votre avis, la tragédie prévaut-elle dans les films documentaires aujourd'hui, vu la réalité dans laquelle nous vivons? Et par exemple, dans le liste de ce film. Écoutez, la tragédie, ça n'est pas un choix. On peut dire de façon pompeuse et puis un peu rapide que oui, il y a un retour du tragique dans l'histoire, puisqu'il y a le retour de la guerre de haute intensité en Europe, ce qui ne s'était pas produit depuis 70 ans. Mais la tragédie, si on en parle comme d'un genre littéraire, ça provoque une catharsis. Pour l'instant, la catharsis, je ne sais pas où elle est. Est-ce que tout attrait au tragique? Oui, parce que, je m'excuse, un journal des bonnes nouvelles n'a pas de sens. La réalité, elle est composite, elle est ambiguë, elle est lourde, elle est difficile, et au milieu de cette réalité, eh bien, il y a des choses qui se passent, il y a du rire, il y a de l'amour. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas sortir du tragique, mais dans le tragique, il y a quelque chose, mais c'est ça la résistance dont parle Deleuze. Il y a quelque chose qui résiste. C'est-à-dire cet appétit que moi je vois avec
ces réalisatrices, ces réalisateurs, ces producteurs, pour la démocratie, pour l'amour, pour le... Oui, je parle de choses un peu basiques, hein. Oui, ça existe aussi, mais à l'intérieur d'un cadre qui, un cadre tragique et qu'on ne peut pas éviter. Mais dire, voilà, faire... mais il y a, par exemple, je vais lire parce que sinon je vais mal prononcer les mots, mais il y a un film de... Attendez, excusez-moi. Hein, il y a un film qui s'appelle Cuba et Alaska, de Yegor Troyanovsky. Est-ce que je prononce bien? J'espère. Voilà. Ce sont sur deux jeunes femmes paramédics, qui d'ailleurs sont engagées depuis 2014, l'une d'entre elles. Elles sont au front. Elles prennent les corps des hommes et des femmes blessés, et en même temps, elles ne cessent de rire, et d'aimer, d'être amoureuses, de rigoler. Elles continuent leur métier. Il y en a une qui est designeuse. Même au cœur de la tragédie, il y a des choses qui sont justement l'espérance. Et ça, c'est très important. Ou alors, il y a un autre film, et évidemment, je le trouve pas, voilà, Silent Flood. Silent Flood, c'est un film de Dmytro Sucholitsky, je prononce bien, Sobchuk, le réalisateur qui a fait Serment de Panfir. Bon, là, il fait un documentaire sur une réalité qui n'est pas confrontée à la guerre, sur un endroit en Ukraine où une communauté religieuse, hein, sur la rive du Dniepr, vit une vie sans électricité, vit une vie de cultivateur. On a l'impression que la guerre n'est pas là, mais en fait, elle est là, en hors-champ. Et cette notion du hors-champ, elle est fondamentale en cinéma. Elle fait exister la guerre, mais en regardant sur quelque chose qui semble étranger à la guerre. Et c'est là qu'on voit que la guerre est partout. Parce que justement, elle impacte. Elle va rentrer dans cette communauté de façon différente. Donc oui, la tragédie est partout, mais ce qu'il y a au cœur de la tragédie... Vous savez, j'ai eu la chance de travailler avec Agnès Varda. Et Agnès Varda disait, avec sa voix comme ça, « Ouais, tu sais, le documentaire, c'est simple. C'est une question d'amour et de révolte. » C'est, je crois, la bonne réponse. Vous n'êtes pas d'accord? Ah ben si, je crois que c'est la bonne réponse à votre question, d'amour et de révolte. Quand on regarde, il faut aimer, sinon on a un mauvais regard. Le regard, il ne sert à rien. Et de révolte, oui, de révolte contre ce qui est fait aux hommes, et aujourd'hui, de révolte, et d'une révolte profonde, essentielle, que vous vivez, qui est la révolte, la guerre contre l'impérialisme. Oui. Voilà. Et donc, avec l'amour et la révolte, vous êtes au cœur du réel. Concernant la liste et les participants de ce projet, est-ce qu'il y a des réalisateurs expérimentés ou c'est plutôt les réalisateurs, ça n'a pas d'importance? Alors là, vous savez, ça n'a aucune importance. À Arte, nous travaillons avec les plus grands réalisateurs du monde. Voilà, c'est simple. Et c'est vrai. Mais par contre, nous avons aussi beaucoup de premiers films. Beaucoup. Et dans cette liste, il y a des réalisateurs qui ont fait peu de choses, très peu de choses. Mais vous l'avez choisi. Mais c'est le projet qui compte. On fait effectivement, celui qui a fait le serment de Pamphir est un réalisateur confirmé, ou les gens qui travaillent sur The Days I Would Like to Forget, c'est un collectif d'artistes très confirmé, mais il y a des gens qui ont fait peu de films. Et ça, ce n'est pas un problème. Parce que quand je disais qu'il y avait des choses qui concernent Arte, qui sont fondamentales dans Arte, c'est que Arte soutient la création. Ça fait partie des missions d'Arte, c'est de soutenir la création. Vous soutenez pas la création simplement en travaillant avec des gens confirmés. Il faut avoir un champ vaste entre des gens qui commencent et puis des gens qui sont déjà en pleine possession de leurs moyens cinématographiques et qui produisent des œuvres constituées. C'est très important pour nous aussi. Dans le cadre de notre conversation, je peux pas évoquer notre grande fierté. Ces dernières semaines, le film de Mstislav Tchernov, Un jour à Mariupol, a reçu l'Oscar. Oui. A reçu l'Oscar. Avant, c'était BAFTA et les autres récompenses très importantes dans le monde du cinéma. Pour vous, qu'est-ce qu'on récompense ici? C'est l'histoire derrière ce film? C'est un film. C'est un film qui... Vous récompensez jamais... Vous savez, si le film était mauvais, il n'aurait pas eu l'Oscar. Voilà.
Vous l'avez vu? Vous l'avez vu ce documentaire? Bah, c'est un peu mon métier, oui, je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Et non, le film est essentiel. Vous savez, il y a une parole dans ce film. Il y a quelqu'un qui dit je dois absolument sauver ces Russes parce que ce sera la preuve que Poutine ment. Il y a comme ça un engagement fondamental dans le cinéma documentaire, c'est d'apporter du réel, d'apporter des faits. Et c'est une métaphore de ce qu'est le cinéma documentaire. Et par ailleurs, c'est une formidable nouvelle. Parce que ça dit quelque chose au monde. Ce film dit quelque chose au monde. Et ça on le savait depuis le début. On vient pas aider. Nous ne sommes pas une charity, nous ne sommes pas une fondation qui vient aider de pauvres cinéastes. Non, on est des égaux. Il y a une cinématographie ukrainienne et qui n'a pas attendu la guerre pour exister. Il y a un incroyable talent qui n'a pas attendu la guerre pour exister. Il y a, et bon, l'Oscar, c'est juste, je pense que il faudrait presque le prendre, bien sûr le film compte et c'est essentiel, et il n'y aurait pas eu l'Oscar si c'était un mauvais film. C'est pas juste parce qu'il est ukrainien que ça parle de la guerre. Bien sûr ça existe, mais c'est pas si mal que ça. Cette volonté de récompenser et de mettre la lumière sur un conflit existe, c'est pas si mal. Mais ça tient au film, il aurait été mauvais, il n'aurait pas existé. Je pense qu'il faut aussi le prendre de façon collective. C'est aussi un hommage à un tissu créatif, à une industrie créative, qui est l'industrie ukrainienne. Et un hommage à quelque chose de plus précis. C'est que les productions commerciales, vous savez, ça voyage pas. C'est pas parce que vous faites une série pour Netflix, ou tout ça, ça voyage pas. Au sens où ça va pas loin. Pourquoi? Parce que la culture dominante, de ce point de vue-là, la culture populaire dominante, c'est la culture américaine. Vous touchez les gens, vous passez les frontières, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de singulier dans votre approche. Quelque chose qui vient d'un point de vue singulier. Quelque chose qui est... En gros, si je devais caricaturer, je dirais que les films d'auteur ont 1000 fois plus de chances de voyager et de toucher les publics étrangers que n'importe quelle production commerciale. Et c'est quasiment une certitude. Je travaille dans ce métier depuis plus de 30 ans. C'est ça ce qui marche. C'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. Donc il y a des auteurs ukrainiens et des autrices ukrainiennes de grande valeur. Et pour moi, cet Oscar vient aussi récompenser ça. C'est une façon de mettre le projecteur et c'est très chouette. C'est formidable. Ouais, on est d'accord en Ukraine que l'équipe qui a travaillé sur ce film est très douée, ainsi que l'histoire et comment ce film a été fait, avec Associated Press et BBC. Mais comment ce film a été perçu, par exemple, en France et d'autres films documentaires qui peut-être sont dans les salles et qui sont projetés? Comme par exemple, on parle de Mariupolis 2 qui a été présenté au Festival de Cannes. C'est un film Arte. C'est pourquoi je l'évoque. Oui. Bon, vous savez, c'est comme pour tout. Il y a des films qui marchent et qui marchent pas, mais là, je sais pas ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas en salle ou à la télé. C'est très complexe, mais il y a une réaction positive des publics. J'explique parce que j'ai lu, d'après certaines recherches des universités américaines, le genre documentaire est à la croissance la plus rapide aujourd'hui. Et c'est pourquoi je me suis demandé si c'était le cas pour la France, si les films documentaires... Alors, d'abord, les études américaines sur le documentaire, vous savez, les Américains là-dessus sont très américano-centrés. Ils n'ont pas de documentaire à la télévision, à l'exception de PBS. Les plateformes ont remis au goût du jour un genre qui existait déjà, je parle de Netflix, de Crime Stories, etc. Et on dit, il y a une efflorescence du documentaire. Oui, il y a plus d'argent parce que faire des Crime Stories, ça marche. Ok. Le cas de l'Europe est différent. Vous avez une industrie documentaire extrêmement forte, très soutenue. Enfin, là, je parle en termes d'investissement, en termes d'industrie, en Angleterre, en France, en Allemagne, de toute façon. La France, vous savez, pas oublier que ces pays-là produisent chacun d'entre eux plus de documentaires que les États-Unis. Depuis toujours. Depuis toujours. Je parle de ce que je connais depuis ces 20 ou 30 dernières années.
Donc oui, par contre, il y a plus d'intérêt pour le documentaire. Ça, c'est vrai. Maintenant, en termes de chiffres, etc., le documentaire se porte toujours moins bien que les autres genres cinématographiques, puisqu'on y investit moins, globalement. Mais néanmoins, il existe fortement, il existe dans les salles de cinéma, il existe à la télévision, très fortement. Mais ce qui, aujourd'hui, change, c'est que je pense qu'il y a dans les publics une compréhension, voilà, le monde s'est brutalisé depuis 10 ans, comme nous ne l'avions jamais connu en Europe. Il y a eu une brutalisation du monde, il y a eu l'ordre mondial a disparu, on a affaire à des jeux de puissance, vous êtes les premiers à le subir aujourd'hui, mais vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes les premiers à le subir. Et oui, il y a un besoin de sens. Je pense que les publics sont toujours intelligents. Ils ont besoin de sens, ils ont besoin de comprendre. Parce que quand vous comprenez, quand vous ressentez, quand vous assistez quand vous voyez une histoire, à ce moment-là, eh bien, peut-être avez-vous une vision moins chaotique. Peut-être à l'intérieur de vous, et c'est les visions moins chaotiques produisent, oui, quand vous trouvez du sens, il y a, vous retrouvez votre place dans le monde, comme spectateur. Et oui, il y a un besoin de documentaire. Mais non pas comme un lieu de l'information, parce que je pense que la fatigue dont vous parliez, c'est une fatigue de l'information, pas forcément une fatigue du récit, pas forcément une fatigue de la mise en scène, et certainement pas une fatigue des films, parce qu'on s'aperçoit effectivement que notre spectatorat augmente. C'est-à-dire le nombre de spectateurs qui regardent les documentaires augmente. Mm-hmm. Mais quand même, dans les documentaires, on voit que l'image du pays dans la guerre, on parle de l'image de l'Ukraine, est-ce que cette image aide à comprendre l'Ukraine, comprendre sa particularité culturelle, par exemple? Est-ce que, je parle de la France ou en Europe, est-ce que ça aide de comprendre l'Ukraine, ces images qu'on partage? C'est la question du point de vue, vous savez. C'est justement, nous espérons, nous avons foi dans le fait que parce que nous travaillons avec des réalisateurs ukrainiennes et ukrainiens, que justement, à l'intérieur de leurs histoires, ce qu'ils portent, c'est la réappropriation de leur propre histoire. Et pour moi, la culture, c'est quelque chose de très vaste. C'est pas seulement des œuvres d'art, c'est en général, culture en général. Eh bien, évidemment, c'est ça l'espérance. Après ça, voilà, c'est l'espérance qui nous porte, oui. Mais qu'est-ce que les documentaristes et notre communauté cinématographique peuvent faire en plus pour être faire en plus convaincants? Mais il s'agit pas d'être convaincant, il s'agit de faire son métier. Et ils font déjà leur... Vous savez, je les admire énormément. Il faut pas convaincre, il faut montrer. Raconter. Mm-hmm. C'est pas la même chose. Si vous désirez convaitre, vous faites de la politique. Faites de la politique, ou alors soyez un journaliste pour une chaîne d'État. Mais et puis vous pouvez l'être. Non, vous racontez une expérience, vous racontez des vies de votre point de vue à vous. C'est-à-dire, et un point de vue, ça n'est pas une opinion. Un point de vue, c'est là où vous mettez la caméra, ce que vous choisissez de montrer. Alors comme ces films sont pas vus, je vais reprendre encore, mais ils vont l'être. Je vais reprendre l'exemple du film d'Irina Tsilik. Qu'est-ce qu'elle fait? Si ce n'est de m'apprendre quelque chose, mais à travers une histoire. L'histoire d'une famille qui se construit autour d'une cinéma, et puis peu à peu, d'une jeune femme qui va aller faire ses études de cinéma. Ça paraît rien, mais ce qu'elle provoque est absolument essentiel. Et tout d'un coup, ce n'est plus le récit russe sur l'Ukraine, par exemple, c'est un récit ukrainien. Oui, ça existe, ça. Oui, c'est ça les pouvoirs. C'est pas de convaincre, c'est de raconter. Le vrai pouvoir, c'est pas de convaincre. C'est pas d'essayer de convaincre. Ça, c'est de l'ordre du discours, d'essayer de convaincre. L'ordre du cinéma, c'est celui du récit, mais non pas au sens du récit instrumentalisé, du narratif ou du storytelling. Ces choses-là sont à bannir, absolument.
mais c'est de l'ordre de la liberté d'un regard qui est amour et révolte. Et à ce moment-là, tout d'un coup, je connecte. Je vis avec ce film. Je me souviens de La Terre est bleue comme une orange, parce qu'il me travaille. C'est ça, faire du cinéma, c'est pas convaincre. Mm-hmm. Vous venez d'évoquer la culture russe. En Ukraine, c'est, je crois, l'une des missions principales, c'est de se débarrasser de cet héritage qu'on était associé à la culture russe, qu'on était partie qu'on faisait partie de cet héritage. Est-ce que, à votre avis, c'est toujours d'actualité ce phénomène qu'en France? On parle par exemple de la France. Alors, parler en général de la France, c'est compliqué, vous savez, c'est faire des généralités. Il y a des groupes différents, on comprend qu'il y a des groupes, c'est des individualités. C'est pas des points de vue, c'est des individualités, des héritages, des histoires. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, d'abord, je ne peux pas juger, et je me garderai bien de juger ce que pense, ce que ressent et ce que décide la communauté des créateurs ukrainiennes et ukrainiens. C'est pas à moi de juger. Quant à une chose qui ici, oui, est certaine et qui se comprend de plus en plus, et c'est encore Irina Tselig qui l'a dit dans une interview, elle a dit les Russes ont raconté l'Ukraine, les Russes nous ont raconté l'Ukraine, et les Russes ont raconté l'Ukraine au monde. Et maintenant, c'est à nous de raconter l'histoire. Ce mouvement, il est essentiel, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il est compris culturellement en France? Je suis pas un expert en sociologie qui pourrait vous répondre. Mais ce mouvement que définit très bien Mais dans Irina, votre milieu, par exemple. Et même dans mon milieu, je suis pas un anthropologue de mon milieu. Dans mon milieu, oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, vous savez, ce qui compte dans mon milieu, c'est l'attention aux œuvres. Et c'est ça le plus important, c'est ça ce qui nous meut. Mais effectivement, oui, cette attention aux œuvres et ces œuvres qui sont du côté de la nuance, de la complexité, de la vie, de ce qu'on appelle cette société de justice et de loi, cette société démocratique. Évidemment, c'est ces œuvres-là que nous cherchons. Et si à un moment donné, effectivement, il faut se débarrasser du narratif russe sur l'Ukraine, il faut se débarrasser du narratif préexistant, impérialiste. Il faut prendre conscience qu'il y a eu un récit russe impérialiste. Et il faut mettre des mots là-dessus. Est-ce que c'est votre première visite en Ukraine? Ça, c'est la question. Non. En fait, parce que, alors je vais vous raconter une histoire bizarre, très bizarre, mais qui témoigne de quelque chose d'essentiel. Je suis venu en Ukraine en 1981. C'était la période de l'Union soviétique. Brejnev était partout. Et en fait, je suis venu, c'était un voyage scolaire. Je suis venu et je ne savais pas que je venais en Ukraine. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'apprenais le russe à l'école. Je faisais de l'anglais, je faisais du russe, je faisais du latin. Et donc voilà, on organise un voyage scolaire. Et bon, moi je croyais partir en Russie. Et on nous a envoyés dans une école, pendant plusieurs semaines, à Odessa. Comme si, et je ne savais pas, à l'école on parlait russe, les cours étaient en russe. Et j'avais 15 ans, j'ai pas tilté. Mais les professeurs ne vous expliquaient pas que c'était pas... J'avais un professeur de russe complètement... Oublions mon prof de russe, ma prof de russe. Et sur place, je comprenais que ça n'était pas la Russie. Parce que je voyais parfois que les mots étaient différents. Donc, même à l'époque, c'était évident que c'est différent. Non, justement, tout ce qui était fait, c'était pour me faire entendre que Odessa était une ville russe. Et j'ai réalisé ça bien plus tard. Qu'en fait, c'est le témoignage même de l'impérialisme russe. S'il y a tellement pas de différence, c'est tellement la Russie que pourquoi pas apprendre le russe à Odessa? Non, à Odessa on devrait apprendre l'ukrainien. Non. J'ai été envoyé apprendre le russe à Odessa. Ce qui est une absurdité et le témoignage même de l'impérialisme et du colonialisme russe.
Donc voilà, c'est une longue réponse pour une question courte. Oui. Mais revenons au présent. Et votre visite d'aujourd'hui, les images que vous avez vues peut-être dans les documentaires, les images d'Ukraine, est-ce elles correspondent à votre perception aujourd'hui, à vos émotions, ces images que vous pouvez... J'attends que ce soit elles qui me fournissent des émotions et des perceptions. Moi, je crois tellement au talent de ces équipes, à leur force. Et j'essaye de ne pas jamais. Ce que provoque le documentaire, c'est de détruire mes perceptions hantées. ANTE, mes perceptions d'avant. Ce que j'attends d'un documentaire, c'est de modifier, de me faire changer de lunettes, de modifier mon point de vue, de me déplacer. Un grand film documentaire, c'est quelque chose qui me déplace, et beaucoup plus par l'émotion que par l'information. Parce que l'information, c'est bon, j'en suis gavé. Mais je n'attends rien. J'attends quelque chose de singulier, qui n'est pas ce que je sais, je connais, je vis. Mais est-ce que c'est différent de ce qu'on voit dans les films documentaires, la réalité que vous voyez aujourd'hui à Kiev, par exemple? Vous savez, je suis arrivé il y a 2 jours et demi. Vous n'avez pas la chance de... J'aurais pas l'hubris, l'orgueil de dire que non, je peux pas. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pas différent? Tout ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai demandé à mes amis ukrainiens de me faire marcher dans Kiev, parce que c'est par la marche souvent on rencontre mieux les choses. J'ai beaucoup marché. C'est par la discussion, mais non, oui, enfin, je sais pas. Ça, honnêtement, je sais pas, mais je fais confiance. Je sais pas, je pourrais pas juger de ce qu'est Kiev, par le fait que c'est une ville que je connaissais pas vraiment et que je connaissais pas et qui me semble vivante. Et c'est très paradoxal, d'une vie. Ouais, voilà, c'est vivant. Chapeau, c'est vivant. La guerre est là, et ce que je vois, c'est Kiev est vivante. Voilà, quelque chose de. C'est un mélange. Vous savez ce que je ressens? C'est un peu comme ce que j'ai ressenti avec ces cinéastes. Une droiture, une rage, et une confiance extrêmement forte dans la résistance et dans l'espoir et dans l'espérance. Mm-hmm. Mais quand même, vous lisez, vous voyez très bien que les villes sont quotidiennement bombardées. Oui, tout à fait. Odessa, que vous venez d'évoquer, et on dit c'est en quelque sorte la Mecque de cinéma pour certaines personnes. Et ma question concerne les cinéastes français, parce que en Ukraine, on pense que la jeune génération, on parle des acteurs, des producteurs, des documentaristes, ne soutient pas l'Ukraine en tant que pays et notre peuple aussi, que de la même façon que par exemple pas l'ancienne vague, mais les artistes, les cinéastes connus et les acteurs comme Catherine Deneuve. J'ai rien à dire sur Catherine Deneuve. C'est pas. D'abord, je connais pas d'acteur, et puis en plus. Pour vous, c'est faux? Non, mais c'est ni faux ni vrai. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je sais, moi, c'est que les réalisateurs avec qui je travaille... Enfin, d'abord, le déclaratif, public, je soutiens ça, je soutiens ci, vous savez quoi? C'est dangereux. C'est dangereux politiquement. Et puis, ça ne sert à rien. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, on fait de la politique, on parle du peuple. Le peuple, encore une fois, je suis pas anthropologue, je suis ni sociologue. Ce que je sais, c'est qu'autour de moi, dans la communauté des réalisateurs documentaires, au contraire, je vois une attention extrêmement forte. Mais c'est pas parce que vous vous déclarez pas sur Facebook ou Twitter ou je sais pas quoi, je suis pour, je suis contre, ce qui ne sert à rien, hein, par ailleurs. Ça n'influence personne. Sauf si vous avez une armée de trolls derrière vous. Mais c'est pas le cas. Les acteurs, je vais pas en parler, je travaille jamais avec des acteurs. Et donc je ne saurais pas dire pourquoi, comment sont-ils, etc. Tout ce que je sais, c'est que dans la communauté du cinéma, enfin, tout ce que je sais, c'est que les réalisateurs de documentaires, les réalisatrices,
témoignent d'un engagement très fort. Alors ils sont peut-être pas forcément engagés sur l'Ukraine, mais ils vont être sur d'autres choses. Ils vont l'être autour du conflit israélo-palestinien. Ils vont l'être. Vous n'êtes pas engagés sur tout à la fois, mais ils vont l'être sur la condition des femmes. Et notamment, il y a une attention des courants de réalisatrices féministes très forte sur l'Ukraine. Maintenant, vous parlez de la communauté. Il n'y a pas de famille du cinéma, ça n'existe pas, c'est un mythe. Il n'y a pas. Et puis les acteurs, je saurais pas en parler. Mais j'ai pas ce sentiment-là, non. J'ai pas ce sentiment-là. Maintenant, encore une fois, j'ai pas de statistiques. Et je suis ni entre... Mais c'est juste notre perception, alors. Oui, mais alors là, pour le coup, peut-être qu'il y a plus d'acteurs mythiques qui disent comme avant, parce que... Et puis d'ailleurs, l'ont-ils tant fait avant? L'ont-ils tant fait que ça avant? Je n'en suis pas sûr. Donc, puis, franchement, c'est important, l'opinion d'un acteur. Dans certains cas, oui. Ça mobilise pas que... grand monde. En tout cas, c'est pas mon problème, c'est de faire des films. Oui. C'est de faire des films avec des gens qui ont un point de vue. Quand c'est les personnages publics qu'on la voit, oui, vous aurez c'est un autre important. personnage public qui, sur un autre réseau social ou le même réseau social, dira le contraire. Et tout ça mais va ces gens s'annuler dans une influencent grande quand même foire. la population, non? À votre avis? Je pense plus que ça se passe comme ça. En termes de régime des médias, je pense que ça se passe différemment. Mais ça, c'est une autre discussion. Oui, c'est pas, moi, mon problème, c'est toujours la même chose. Faire des films avec des gens qui peuvent témoigner d'une réalité qui est celle des Ukrainiens et des Ukrainiennes. C'est ça mon problème. C'est ça mon enjeu. Je regardais un peu votre filmographie ou les projets où vous participez en tant que producteur. Il y a des sujets différents et qui concernent culture, politique, les sujets socio-économiques. Pour vous, quel est votre... est-ce que vous avez le sujet préféré? Non. D'abord, ce que je pense et ce que je ressens compte peu. J'ai une mission, un travail à faire et c'est ça ce qui compte. Évidemment, je l'incarne. Ça vient aussi de mon histoire, de ma culture, de mes sentiments, de mes émotions. Mais néanmoins, moi, mon travail, c'est de travailler sur la géopolitique, sur l'investigation, les films d'investigation, sur les documentaires de création, sur les documentaires expérimentaux et sur des magazines d'information, 3 magazines quotidiens d'information, tous qui ont une vocation européenne, c'est-à-dire d'inclure. L'Europe, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion des communautés, c'est l'inclusion des pays, c'est l'inclusion des nations, puis en tout cas telles qu'elles se définissent. Donc, je dirais que ce qui nous importe, c'est ce que je vous ai dit au début. C'est cette volonté d'une société de se tourner vers la création pour dire une société inclusive, démocratique, qui réponde au régime de la démocratie et des lois, ce qui permet la démocratie justement. Maintenant, est-ce que j'ai des préférences? Non. En tout cas, si j'en ai, je ne vous les dirai pas parce qu'elles m'appartiennent. Qu'est-ce que je préfère, moi? Oui, moi j'ai fait des études de cinéma et j'aime le cinéma. Au sens de ce rapport au réel que j'ai tenté de définir devant vous, c'est ce qui me pointe le plus. C'est de raconter des histoires, bien sûr, mais des histoires justes, des histoires appuyées sur des faits rigoureux et des histoires incarnées. Ce qui m'intéresse, c'est les regards des réalisateurs. Peut-être, est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous voudriez travailler dans les mois qui viennent, peut-être? Vous savez, la question qu'on se pose, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas qu'on sait ce qu'on va faire, ce qu'on veut, quelque chose. C'est plutôt la question, c'est qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'est-ce qu'on voit pas? Vous avez posé la question sur pourquoi ça, comme vous avez tous commencé en vous adressant aux médias, moi comme représentant des médias, pourquoi vous avez commencé en 2022 et pas en 2014? Alors d'abord, on a fait des films avant, pour le coup, je pense qu'on est une des seules chaînes au monde à l'avoir fait, et réellement. Mais c'est exactement ça. Moi, c'est la question qu'on se pose dans mon équipe, c'est qu'est-ce qu'on voit pas? Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. On n'a pas assez vu en 2014 ce qui était en train de se passer, peut-être. Ben voilà. La question, c'est pas qu'est-ce qu'on veut faire. La question, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire. Nous ne sommes pas des sachants. Nous sommes
Vous savez, le documentaire, ça commence par un point d'interrogation. Si vous commencez par quelque chose qui n'est pas un point d'interrogation, vous ne faites pas du documentaire. Donc la question c'est un outil pour questionner le monde, le documentaire. Donc la question que, en tant que directeur d'unité, je dois poser à mes équipes, et que mes équipes doivent me poser, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le réel. Donc c'est ça, la question, ce qui m'intéresse. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je ne vois pas? Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous aider à voir? Mais ce que vous faites déjà, des films. Proposer. Et surtout se débarrasser d'un truc. Si, ça c'est important. Oui, le marché international, c'est compliqué, comment on peut faire? Il y a des tas de barrières. Non, les cinéastes ukrainiennes et ukrainiens sont légitimes comme cinéastes. Pas seulement parce qu'ils sont ukrainiens face à la guerre, ils sont légitimes en tant que cinéastes, en tant qu'artistes. Ils le sont légitimes. Donc il faut y aller. Mais mon métier, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, mon métier c'est de tenter de voir ce que l'on n'aperçoit pas. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette conversation et pour vos réponses. Merci également à nos spectateurs de nous avoir écoutés et bien sûr regardés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre attention.